Voilà. Bonjour. François, bonjour. Bonjour François. On est entre François pour l'instant. Oui, oui. Et je suis en Zoom, mais je ne suis pas un ectoplasme pour autant. Et, et puis Nicolas Imbert nous rejoindra ultérieurement. Et puis il a, pour qu'il y ait quand même la parité dans ce truc, euh, il a remplacé Jacques Lallier, Lallier par Émilie Mime, hein, c'est ça? Voilà. Euh, alors c'est l'invité surprise parce que je ne sais pas du tout ce que fait cette personne, mais elle est sûrement concernée par le sujet. Comme elle est recommandée par Nicolas Imbert, nous sommes absolument tranquilles. Ah bon? Oui. On dit ça comme ça quand on est poli. Oui. On y Et puis va. Nicolas Bien. n'est pas là. Nicolas, il arrive à 15h45. Super. Voilà, il joue en deuxième partie. Simplement. Donc, le thème de notre réunion, c'est les conséquences du changement climatique sur l'écosystème marin. Alors, ça va évidemment beaucoup plus loin que tous les sujets qu'on a traités maintenant, puisque jusqu'à maintenant, on a traité des sujets portuaires, on a traité des sujets fluviaux, on a traité des sujets, mais l'écosystème marin, c'est évidemment infiniment plus vaste, puisqu'il en va de la surface, mais également de l'épaisseur de l'eau et également du sous-sol. Et donc on est sur des terrains très divers, traités d'ailleurs de façon très spécifique pour chacun d'entre eux par le droit international, sachant que par exemple quand on dit que la France est le deuxième pays au monde en ce qui concerne sa surface, c'est pas faux, à condition de considérer la zone économique étendue, la ZEE, qui est à 200 000 marins le long des côtes, alors que, vous le savez, la zone économique traditionnelle est à 12 000 pour nous en Europe, sauf pour les British, pour qui elle est à 6 000. Autrement dit, on n'est pas d'accord sur les frontières maritimes, ce qui évidemment pose des problèmes, d'autant plus de problèmes qu'une nouvelle notion est venue s'intercaler là-dedans, qui est la notion de plateau continental, et c'est d'ailleurs l'objet de combats assez violents, même s'ils sont plutôt feutrés pour l'instant, entre par exemple le Canada, la Russie, la Norvège, la Finlande, etc., puisque le plateau continental arctique intéresse tout le monde, compte tenu du fait qu'il semble qu'il y ait sous ce plateau continental des ressources assez significatives. Donc, quand on parle de l'écosystème marin, il faut parler de ces trois ensembles: la surface de la mer, qui a ses propres problèmes, l'épaisseur de la mer, c'est généralement là où vivent les poissons, bon, et puis les particules de plastique, et puis le sous-sol marin, qui comprend des ressources en particulier, soit en hydrocarbures, soit en minerais plus ou moins rares. Et pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez des grands espoirs que la France avait fondés dans les nodules polymétalliques. Il suffisait de se baisser pour les ramasser, mais manifestement on n'avait pas les bras assez longs, et donc on a eu un peu de mal à ramasser ces nodules. Voilà. Ça reviendra. Voilà. Bref, l'écosystème marin, donc, c'est un monde complexe, divers, et traité différemment du point de vue juridique, ce qui fait que en parler revient à segmenter le discours, parce qu'on ne peut pas traiter, par exemple, les fonds marins comme on traite la surface de l'eau. Les responsables ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes, et même si c'est un tout, c'est quand même un tout qui est assez suffisamment varié, en tout cas pour qu'on doit regarder les points de vue de manière différente. Donc, le changement climatique, en quoi est-ce qu'il impacte tout ça? Il est évident qu'il impacte d'abord la surface de l'eau, la température, la hauteur, etc. Il impacte aussi, bien sûr, la profondeur de l'eau, puisque selon que les courants se réchauffent ou se refroidissent, puisque certains se refroidissent, évidemment la vie dans cette épaisseur de l'eau est en train de changer, c'est très clair. Hein. On le voit bien, les poissons se déplacent différemment, la nourriture des poissons se déplace aussi, et donc il faut traiter cet aspect des choses. Et puis le sous-sol, lui, il ne bouge pas, mais ce qui bouge, c'est sa teneur juridique, puisque
puisque justement, comme je le disais, avec les plateaux continentaux et les exigences des uns et des autres, on s'aperçoit que les enjeux sont aujourd'hui très importants. Et si il est clair qu'en ce moment, la tension la plus exacerbée, c'est évidemment celle de l'Ukraine, avec la Russie, il est clair aussi que, je veux dire, les militaires français en particulier sont très inquiets sur le devenir de la mer de Chine. Les Chinois voudraient récupérer la mer de Chine, ce qui pourrait paraître logique compte tenu du nom de la mer, mais ce qui l'est beaucoup moins pour les riverains de cette mer de Chine, qui fait qu'aujourd'hui, les enjeux sont très importants dans cette partie du monde, et le réarmement se fait à une vitesse tellement grande qu'on peut se dire qu'un jour, il va bien falloir que ces armements servent. Voilà, et donc, si ça ne pète pas chez nous, ça pètera ailleurs, mais il y a de grandes chances que ça pète. Voilà. Malgré tout ça, et comme le disait Myriam ce matin, il faut rester optimiste, et il y a quelques bonnes raisons de l'être, et entre autres justement parce que des gens, comme François Frey, réfléchissent à comment améliorer les choses, comment rendre à l'océan sa pureté initiale, si on peut dire. Et donc je vais le laisser présenter son activité, en particulier le programme Esprit de Vélox qu'il gère, puisque il a plein de cordes à son arc, François. C'est un ingénieur des arts et métiers, il était officier de marine, régatier, et il a développé le programme de recherche et d'innovation qui s'appelle Objectif Océan. Et donc je vais lui passer la parole tout de suite pour qu'il nous explique à la fois ce qu'il fait et comment il est arrivé à ce qu'il fait, et puis qu'il nous parle un peu de son esprit de Vélox, qui est quand même un projet intéressant. François, je te laisse la parole. Bonjour François, bonjour à tous et bonjour à toutes. Et je vous remercie pour cette invitation, y compris si effectivement je n'ai pas pu être avec vous cette fois-ci parce qu'on boucle des gros projets de financement urgents dont pour l'immense majorité on est prévenu quelques jours ou quelques semaines avant. Donc je ne pouvais pas être avec vous effectivement hier et aujourd'hui. Le programme Esprit de Vélox, c'est un programme de recherche écosystémique dédié à l'océan et qui s'appuie sur la mise en œuvre d'une plateforme sans impact environnemental opérationnel. Ce à quoi nous travaillons avec des grands groupes et avec des universités et des startups. Il y a une cinquantaine de structures sur toute la planète aujourd'hui qui bossent avec nous. Et depuis 15 jours, 3 semaines, je ne sais pas trop pourquoi, mais on découvre que travailler sans impact opérationnel sur les écosystèmes, ça veut dire aussi travailler de manière libérée des énergies fossiles. D'où un regain de concentration de l'actualité autour de nous et de ce que l'on porte effectivement. C'est important d'être sans impact environnemental pour des problématiques scientifiques évidentes. Si je vais en mer pour étudier, comme l'a dit François, le climat, la biodiversité, il faut arriver à recueillir une donnée propre. Et une donnée propre, ça veut dire que soi-même, on ne va pas polluer en fait le système dans lequel on va travailler. Ce n'est pas le cas aujourd'hui avec les flottes classiques, ce qui explique entre autres qu'on a un décalage en moyenne de 15 à 20 ans entre les occurrences climatiques et les preuves scientifiques qui sont accordées, et que le GIEC, par exemple, pour ne citer que cette structure dont on parle à peu près tous, puisse se ressaisir après ces informations pour produire une science que le politique ou dont on peut espérer que le politique va se ressaisir après. C'est un grand projet sur lequel on travaille depuis 2014 maintenant, dont je tiens effectivement E5T informé au fur et à mesure. Et 2021-2022, c'est une période importante pour nous, outre ces problématiques-là de stratégie énergétique qui remonte à la surface de manière extrêmement violente depuis 3 semaines, parce que le monde de ce qu'on a appelé océanographie depuis les années 50 et ce qu'on va appeler aujourd'hui les sciences d'océan, et ce qui entérine le fait qu'il n'y a plus qu'un seul océan, ça aussi c'est intéressant, est en train de s'organiser à très grande échelle. François parlait de contexte international.
Et c'est effectivement au niveau UNESCO qu'on a mis en œuvre depuis 2021 une décennie très orientée vers les sciences de l'océan. Et nous sommes effectivement soutenus avec un programme de l'IFRENER et un programme du CNRS depuis 2020. Nous avons été les 3 premières initiatives françaises qui rentrent dans ce cadre-là. Et nous sommes heureux de participer, je dirais, à un effort collectif qui est important parce que le climat et la biodiversité sont liés au monde océanique. On va dire que la moitié des enjeux climat et biodive sont issus du monde océanique. Et depuis que les sciences sont un peu organisées d'un point de vue stratégique après la Seconde Guerre, le monde océanique n'a pas de soutien supérieur, on va dire, à 2 ou 3% du budget global de la recherche. Ce qui change aujourd'hui, comme François le précisait, c'est effectivement que les eaux montent et que les eaux montent de manière à peu près inexorable pour les siècles qui viennent. Ça, c'est à peu près évident. Et ce qui est moins évident, c'est le rythme auquel ça va se faire. Et le rythme, il va bien sûr impacter les infrastructures côtières au sens large et les ports qui vous intéressent en premier lieu aujourd'hui. Il y a des choses qui sont prévisibles et qui suivent un rythme qui va en s'accélérant, mais qui est à peu près prévisible, encore une fois, j'ai envie de dire. Et il y a des choses qui vont être plus violentes. Il y a des glaciers très importants qui, dans le Grand Sud et à moindre échelle dans le Grand Nord, sont en train de glisser et de rejoindre la mer. Ces glaciers, à eux seuls, ils portent parfois des mètres de montée des eaux au niveau global. Donc ça, c'est un premier point. Et c'est un premier point qui explicite aussi ce lien dans ce qu'on appelle la cryosphère, c'est-à-dire le monde du froid au sens large, qui naît de l'océan, l'eau qui part effectivement en l'air, qui se verse sous forme de neige sur les chaînes, qui entretient ou pas les glaciers qui existent et qui fondent après plus ou moins vite et qu'on va retrouver dans le monde effectivement océanique. Il y a aussi une amplification des phénomènes de météo. Le climat, c'est le long terme. Et effectivement, ce qu'on vit nous au jour le jour, ce sont des zones humides qui deviennent plus humides, ce sont des zones sèches qui deviennent plus sèches, ce sont des zones où de façon intermédiaire vont cohabiter des événements extrêmes en termes de chaud, donc incendie, et de pluie. On l'a vu en Australie en 2020-2021, on l'a vu aussi sur l'ouest des États-Unis. Et ça va aussi nous arriver, alors pas dans ces proportions-là, mais parce que nous avons, nous, en Europe de l'Ouest, une dépendance climatique forte qui est liée au mouvement de ce grand océan, en fait, et qui est aujourd'hui le théâtre de profondes transformations en termes de courant et qui fait que moins de sel dans le Grand Nord, avec les glaciers qui fondent, une eau sans sel qui va au fond, qui habituellement engendrait une pompe liée au sel et au froid qui organisait le courant global, on a envie de dire. Ce courant est infléchi de manière très forte et de manière qui va un peu plus loin de ce qui était prévu aussi. Ça nous perturbe en tant que scientifiques parce que les choses sont en train de se faire et vont au-delà des prévisions habituelles. Ça perturbe le monde biologique océanique et on se rend compte que des espèces aujourd'hui
et entre autres celles qui sont les plus visibles pour nous, hein, donc les grands animaux, baleines, des grands requins aussi, qu'on avait plutôt habitude de voir dans le grand froid. Je pense aux requins du Groenland, dont un exemplaire s'est échoué ce week-end sur la côte nord bretonne, Groenland, Bretagne, on est quand même extrêmement loin. Donc on se rend compte que le vivant est en train de se rendre compte aussi que les choses bougent et bougent de manière violente, bougent à grande échelle. Le vivant en mer est dépendant du froid et du sel. Donc les animaux bougent dans des proportions très importantes. Les chaînes alimentaires suivent ou précèdent. Et les activités humaines qui sont liées à ces chaînes alimentaires sont transformées de manière profonde aussi. Dernier point sur ce qui change. Oui, pardon? Non. Dernier point sur ce qui change de manière importante, c'est que effectivement le monde océanique, c'est la décharge ultime de tous nos excès. Donc plus de CO2 dans l'air et dans l'eau, plus de zones acides, plus de plastique. On en parlait il y a un an ici même. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la biosphère globale est vraiment affectée et que les lieux de vie et que les équilibres de ressources sont effectivement affectés aussi. Ce qui devient de plus en plus visible aussi, ce sont les impacts de nos activités anthropiques. Et je vais prendre un exemple qui est important parce que c'est celui du bruit. C'est celui du bruit qui trouble les grands projets parce qu'on se rend compte que les grands projets du genre éolienne en mer ou d'autres ont des impacts lors de la préparation et lors de construction aussi. Mais dans les activités plus larges de transport en mer, de pêche et autres, le bruit a vraiment un impact très important sur la globalité de la chaîne, les poissons bien sûr, mais les planctons aussi, et jusqu'aux planctons qui produisent cet oxygène dont nous profitons les uns et les autres allègrement. Le plancton, entre autres, qui produit cet oxygène et qui est sur les grandes routes que suit le transport en mer, est vraiment affecté quand les fréquences basses, qui sont celles des grands transporteurs, passent à proximité. Ils ne travaillent plus. Donc ça aussi, ce sont des vraies informations qui arrivent au fur et à mesure, qui nous amènent à privilégier, je crois, de plus en plus, ça part bien sûr du monde scientifique, mais le monde industriel est en train de se réapproprier ça. Mais je pense que sans une forme de sobriété très importante, nous ne pourrons pas influer positivement sur les écosystèmes qui aujourd'hui, clairement, nous portent en fait. Et aujourd'hui, avec des entreprises qui sont sur le projet, je pense à ABB, Alpha Laval ou d'autres qui sont proches du programme et qui sont des proches de ce monde de la mer, on porte des grandes initiatives et on espère très vite être à l'eau avec ce bateau qui sera sans impact environnemental, moins de bruit et je dirais une autoproduction d'énergie propre, donc libérée aussi de ces fossiles qui impactent de manière globale et le climat et la biodive qui sont en mer aujourd'hui. Voilà ce que je souhaitais vous dire et je reste bien sûr en ligne si vous souhaitez qu'on puisse échanger après ou si on peut échanger entre les intervenants, dont mon ami Nicolas qui vient de nous rejoindre et que je salue au passage. Bonjour François. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ah ben voilà, on te retrouve. Donc écoute, je vais te laisser te présenter. Donc tu es bien connu en particulier à E5T,
puisque donc, toi aussi tu es ingénieur de formation et tu es directeur exécutif de Green Cross France et Territoire, hein, que, comme vous le savez peut-être, donc, c'est une organisation non gouvernementale qui aide les territoires et les ports d'ailleurs dans un certain nombre de cas à trouver, détecter les éléments qui permettent d'améliorer justement la biodiversité et de limiter la vulnérabilité des inconvénients liés au changement climatique. Voilà, je te laisse te présenter plus précisément. Puis alors, tu nous diras, parce que tu n'es pas tout seul apparemment, tu es accompagné, non? En fait, je vais représenter brièvement la province des îles Loyauté et expliquer tout ceci effectivement d'un seul coup. Mais nous avons eu c'est pas mal. Quelques urgences de dernière minute, dont je vous prie de nous excuser. À toi. Tout d'abord, bonjour à toutes celles et à tous ceux que j'ai pu voir en direct. J'ai été particulièrement intéressé et inspiré par le propos de François Frey, qui est un ami de Green Cross de longue date et dont j'ai vu effectivement qu'il plaçait la barre très haut pour les interventions en ce qui concerne oui, enfin, il dit qu'il y est pour rien, mais il y est souvent pour quelque chose. Il est parti. Peut-être faut-il... Comment? Peut-être faut-il que tu coupes ta caméra. Hein, on aime bien voir ta tête, mais on préférera t'entendre. Non? Je ne sais pas si toi tu m'en... Ah. Est-ce que... Non, il est plus avec nous pour l'instant. Écoute, dès que tu recommences... Coucou. Bon, voilà, le représentant des îles Loyauté a disparu. Les Loyautés sont loin. Oui, tout le monde sait où c'est, bien entendu. Hein, c'est une province de la Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs dirigée par quelqu'un qui devait être présent, mais qui manifestement ne l'est pas, et qui est le président de cette province, et qui est un Kanak indépendantiste. Ça aurait été intéressant d'écouter son point de vue à la fois sur les océans et sur le reste de son activité, mais nous serons privés de ce plaisir. Je vais en profiter pour dire un mot sur une interrogation que j'ai, parce que je n'ai pas la réponse. Parce que donc on parle de l'incidence climatique, enfin des incidences du changement climatique, mais comment est-ce qu'on mesure tout ça? Et moi j'ai une question, et j'attends une réponse depuis longtemps que je n'ai pas. Comment on fait pour mesurer la température de la Terre? Parce que c'est bien, on nous dit, ouais, ça augmente d'un degré, d'un demi-degré, mais comment on fait? Où il est le thermomètre? Oui. Alors, je dis ça parce que d'abord, je ne sais pas où il est. Et en plus, quand j'ai posé les questions, on m'a dit, ah oui, mais ça dépend de la hauteur et tout. Donc, bon. Mais en ce qui concerne la mer, par contre, on a une très bonne organisation, qui est l'Organisation mondiale, enfin météorologique mondiale, qui possède 12 000 bouées, c'est quand même pas rien, hein, sur à peu près toutes les mers du monde, pas complètement, mais presque, et dont les données sont toutes collectées et centralisées du côté de Zeebrugge, en Belgique, dans un organisme qui est spécialisé là-dedans et qui donc peut nous donner des éléments assez précis sur ce qu'il se passe sur l'eau et sur une épaisseur d'eau qui n'est pas très importante, qui je crois de l'ordre de 15 mètres, 20 mètres, mais au-delà non, mais enfin bon, c'est déjà pas mal, et qui permet de voir justement si l'eau se réchauffe, si les courants vont plus vite ou moins vite, si la température bouge et ce qui se passe autour. Malheureusement, il faut bien le reconnaître, ces bouées font l'objet d'un vandalisme récurrent, de gens qui doivent s'amuser à les cibler, je suppose, je ne sais pas. En tout cas, il y a souvent des bouées qui sont abîmées. Et donc, c'est un budget conséquent pour maintenir cette information en état. Or, vous savez qu'un des problèmes que l'on a vis-à-vis de l'océan, je dis l'océan, puisque effectivement, il n'y a qu'une seule grande mer, même si on lui donne plusieurs noms à plusieurs endroits, c'est que finalement, on s'aperçoit, enfin, je voyais ça récemment, on connaît moins bien les fonds marins qu'on ne connaît la Lune. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître, mais c'est comme ça. Et donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur Terre, en particulier sous l'eau, et qui nous permettra justement de mieux saisir comment agir. Et comme le disait François tout à l'heure, on se dit que l'eau va monter, c'est vrai, mais on ne sait pas à quel rythme, et on ne sait pas si ça sera partout pareil. Voilà. Donc ça fait beaucoup d'interrogations, ce qui nécessite beaucoup de recherche. Et c'est pour ça que je trouve que
projets tels que ceux que François nous a présentés sont intéressants parce que justement, c'est des projets scientifiques qui sont menés par des populations variées, reliées entre elles, qui permet de mieux comprendre les impacts que peut avoir le climat sur l'écosystème marin en général. François, puisque je vois que notre ami Nicolas a disparu dans les profondeurs du ministère. Non, il a l'air d'être là. Hein. Tu es là, François? Non, tu es là? Je suis là, effectivement, mais avec une connexion qui est extrêmement mauvaise. Ah, mais oui, mais tu n'es pas dans le bon ministère, c'est ça. Est-ce que tu peux continuer à parler ou pas pour l'instant? Voilà. Dans la mesure je l'ai oui. Bon, bah, écoute. Je crois que le retour est beaucoup plus difficile. Non, là, on t'entend de manière très hachée et totalement incompréhensible. Donc, écoute, on va refais des essais. Quand tu as l'impression que tu peux parler, tu nous fais signe. Et donc, on va continuer avec François. Déjà, François, tu avais un film pour nous, hein? C'est ça? Oui, pardon. Donc, on va présenter ton film. Hein. Je remets le micro. Oui, effectivement, on a fait un petit clip qui illustre le manifeste du programme, voilà. Qui parle d'interdisciplinarité, qui parle de liens très, très intimes, en fait, entre chacune et chacun de nous et le monde océanique. Oui. Oui. Donc, je pense qu'en régie... la régie doit pouvoir envoyer le film, voilà. Je suppose. Si j'ai bien compris, ils ont le lien en régie. Donc, voilà. Voilà. Je crois que ça arrive. Je suis un homme, individu indépendant, autant que parcelle d'un système vital sans limite. Est-ce que c'est possible de virer François pendant qu'on a le film parce que... et coopération qui engendre la vie. Devant l'ampleur des défis imposés à mon espèce désormais en danger, je m'engage à accélérer la réflexion ouverte par mes ancêtres depuis des dizaines de milliers d'années et à rapidement faire émerger les termes d'un contrat renouvelé avec ce monde qui permet mon existence. Dans une réalité, je suis un peu plus de 55 litres d'eau, salée. Sur Terre, je suis une goutte d'océan, connectée. Dans une autre réalité, je suis la construction de 100 000 milliards de cellules qui hébergent à leur tour 3 à 10 fois plus encore d'autres cellules, organismes étrangers, bien vivants et interdépendants. Sans cette communauté, je n'existe pas. Si la perspective change encore, je deviens l'incroyable assemblage de milliards de milliards de milliards d'atomes, dont certains sont aussi vieux que l'univers. Je suis un monde connecté, qui se renouvelle sans cesse, dans une enveloppe connectée, qui se renouvelle sans cesse. Édifice unique, éphémère, en mouvement permanent, je suis mon édifice. Chacun de mes atomes file sa trajectoire, et je deviens une rivière qui court sous une pluie qui l'alimente sans discontinuer. Une rivière qui grossit des fleuves. Je suis un système vivant, fractal organique de systèmes plus larges auxquels je contribue et auxquels je suis profondément lié. Je ne les vois pas ni ne les comprends complètement. Je suis à la fois toutes ces réalités, toutes ces dimensions et toutes ces connexions. Voilà. Bon, donc tu nous commentes un peu cette réflexion. Moi, je vais te dire 2 secondes. Je n'ai pas le son de la salle. Pardon?
Le micro de la salle est coupé en ligne. Ah, le micro de la Excuse-moi, salle François, est de te coupé. couper, mais je ne t'entends pas. Tu me vois et tu ne sais pas lire sur mes lèvres. Donc, est-ce que... voilà, ça y est, tu me réentends? Ça y est, je t'entends à nouveau. D'accord. Donc, je disais, quand tu m'as montré ce film la première fois, je l'ai trouvé intéressant parce que, effectivement, on prend progressivement conscience de cette connexion universelle et de cette continuité, finalement, entre l'homme et la matière, qui est intéressante. Je vous propose d'ailleurs dans ce cas-là, si ça vous intéresse, d'aller regarder les écrits de Teilhard de Chardin qui sont de très bonne qualité sur cette affaire. Mais tu vas nous dire un mot sur ce film et pourquoi il a été fait et ce que tu espères en faire. Écoute, c'est un film très très court que nous avons fait suite à un travail qui remonte aujourd'hui à 2016. On est une équipe de 10 personnes au sein de Esprit de Velox et je dirais qu'en régime de croisière, on va être 20 autour du programme de ce plateau scientifique à faire le pilotage global de l'ingénierie, des sciences à bord, etc. etc. Et, les collègues de l'équipe avaient souhaité qu'on mette noir sur blanc le manifeste, en gros, qui explique le lien qui nous a amené au projet et qui nous a amené à voir le monde océanique avec ces yeux-là aujourd'hui. Et ce texte, il est sur notre site. Il est intégralement sur le site, alors que là, vous devez avoir les 10 premières lignes à peu près. Et très vite, on s'est dit que c'était intéressant de partager aussi les images qui nous venaient en tête. Une amie artiste qui est Oija, qui travaille aussi dans le Grand Sud, qui est installée à Saint-Pierre de la Réunion et qui a travaillé avec les TAF aussi, venait d'une période de résidence artistique en Arctique, cette fois-ci. Et on a trouvé que ça faisait sens de relier ce travail, de redire que le monde océanique était lié au monde du froid comme il est lié au monde de la Terre et que nous sommes en fait des gouttes de cet océan à Terre, avec la même proportion d'eau et la même proportion de sel dans cette eau que cette eau océanique en fait. Donc c'est vraiment un moyen qui parle, je pense, de façon très individuelle aux plus jeunes et aux plus anciens sur de ce qui est aujourd'hui important pour nous, qui est de ne pas oublier que vraisemblablement une part importante de bonnes pratiques sont au bout de nos doigts et au bout de nos pieds quand on est dans l'eau. Litres d'eau. J'ai l'impression que dans la salle, je me mets dedans, il y en a qui font plus que 55 litres d'eau, mais bon, c'est possible. C'est une moyenne, effectivement. Ok, Nicolas, tu nous entends? Je vous entends à nouveau, effectivement, avec voilà. toutes mes excuses. Eh bien, écoute, alors, vas-y, tu peux reprendre ton discours donc, sur les activités de Green Cross et comment tu participes à une meilleure résolution des problèmes climatiques qui se posent pour l'ensemble des gens de l'écosystème marin. Green Cross, c'est une ONG qui a été créée par Gorbatchev et Cousteau en 93, suite à Rio 92, sur un constat qui aujourd'hui nous résonne particulièrement en tête, qui est de dire qu'on ne peut préserver la paix que si on arrive à trouver une relation à l'environnement qui soit apaisée et qu'il y va de la continuité, de la stabilité de nos activités économiques, culturelles et humaines. On travaille beaucoup sur la question des îles et en particulier de la résilience des îles, parce que les îles sont en quelque sorte les sentinelles du dérèglement climatique, un petit peu comme le littoral. On y trouve en avance de fait les effets de ce dérèglement
qu'il s'agisse de la montée des eaux, qu'il s'agisse de phénomènes climatiques extrêmes, parfois d'un accès compromis à l'habitat, à l'énergie ou à l'alimentation. Et en même temps, les îles et le littoral ont cette capacité à se réinventer et à trouver par elles-mêmes les solutions qui leur permettent d'avancer pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc, pour aider tout ceci, chez Green Cross, on a mis en place une méthodologie qui s'appelle les secrets, les solutions écologiques concrètes, réplicables, efficaces de transition soutenable. Pour ceux qui ont l'habitude de fonctionner et de réfléchir en ingénieur, en fait, c'est tout simplement un modèle de maturité d'un mode un peu particulier qui met en avant ceux qui agissent, qui se bougent très, très localement pour trouver des pistes de solutions. C'est d'ailleurs ce qui nous a rapprochés aussi de François Frey, puisqu'avec Esprit de Vélox, on a un ensemble de pistes de solutions tout à fait intéressantes et réplicables. Et c'est aussi une manière d'inverser le regard, de montrer les solutions inspirantes et concrètes et de donner un petit peu d'enthousiasme et de capacité à agir ensemble dans un monde qui en a éminemment besoin. Et ce qui nous emmène notamment ce soir à intervenir autour des activités de Green Cross, c'est d'une part cette urgence d'agir que l'on connaît tous, et qu'on la mette en valeur d'une manière culturelle, qu'on la mette en valeur d'une manière économique, qu'on la mette en valeur d'une manière sociétale, l'urgence est là, mais aussi de se dire qu'aujourd'hui, certains agissent et trouvent des leviers. Et j'avais prévu effectivement d'intervenir conjointement avec le secrétaire général de la province des îles Loyauté, Émile Mène. Donc les îles Loyauté, ce sont 4 îles, Marais, Lifou, Tiga et Ouvéa, qui sont au large de la Nouvelle-Calédonie et qui aujourd'hui sont des îles qui sont extrêmement vulnérables d'un point de vue écologique. Si on prend l'exemple d'Ouvéa, dans la mythologie commune, c'est l'île la plus proche du paradis, mais c'est aussi une île qui culmine à 10 mètres de hauteur et qui n'a pas d'eau douce sur son territoire. Donc typiquement, qui préfigure un certain nombre de choses qui peuvent arriver un petit peu partout sur la planète. Ces îles se sont inspirées de la méthodologie, donc de la vulnérabilité à la résilience et des secrets dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour en faire un projet de territoire extrêmement large, qui est une manière de mettre en cohérence ce qu'on entend dans les discussions internationales, la COP21 à Paris, des forums locaux, et également ce que leurs élus ont voté, puisque la Nouvelle-Calédonie a reconnu l'urgence climatique et écologique par la voie de son congrès, d'une manière d'ailleurs très bien écrite, qui associe les enjeux de biodiversité aux enjeux écologiques, et surtout en ayant de manière opérationnelle une province qui se met en mouvement pour répondre à l'échelle du territoire à cette priorité écologique et pour en faire en fait un mandat politique, une ambition territoriale et un plan d'action opérationnel. Donc, c'est actuellement ce qu'ils présentent et ce qu'ils défendent en France cette semaine et à Monaco la semaine prochaine dans le cadre de la Monaco Ocean Week, parce que c'est une démarche qui est en boucle courte entre les ambitions politiques, les initiatives des porteurs de projets et comment les choses sont vécues au niveau de chaque tribu où on a besoin d'être le plus concret et le plus transparent possible. Donc, le mois dernier, j'étais avec eux pour travailler sur différentes thématiques, notamment le domaine territorial donc, est structuré autour de 9 priorités d'action et pour le diagnostic et pour les actions entrepreneuriales et les investissements de la collectivité. On y parle de sécurité alimentaire, on y parle de santé, on y parle d'éducation et de jeunesse, d'économie, d'impact social, d'entrepreneuriat, de numérique, de sciences, de culture, de savoir, d'habitat et de mode de vie,
de mobilité et de services. Et un petit peu comme François nous le faisait toucher du doigt dans les domaines qui le concernent, on se rend compte qu'au final, la clé d'entrée, c'est bien l'urgence écologique, l'urgence biodiversité et l'urgence climatique, mais que pour arriver à être performant, il faut avoir un programme très concret qui touche au quotidien des modes de vie. Bien entendu, les objectifs du développement durable nous aident. Et si j'en reviens tout de suite au projet très opérationnel, il y a 3 priorités, par exemple, qui sont des illustrations de ce qui peut se faire et aller dans la bonne direction. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de petits bateaux de pêche qui sont des bateaux de pêche de proximité qui ne sont pas opérationnels, qui ont besoin d'être réparés pour aller pêcher. Le fait que ces bateaux de pêche soient actifs au quotidien, ça permet aussi que les pêcheurs deviennent des sentinelles du climat et évitent d'avoir des traits de pêche de bateaux industriels qui pourraient être indonésiens, qui pourraient être vietnamiens, mais surtout qui en une journée vont pêcher l'équivalent de ce qu'un petit pêcheur lagonaire va pêcher sur toute l'année. Donc là, on se rend compte qu'en travaillant sur la pêche de proximité, on stabilise l'environnement et on a aussi un certain nombre d'ambassadeurs de l'écologie. À l'IFU, on travaille sur des enjeux de banques solidaires et de micro-paiements pour être capable de doper la résilience alimentaire, d'importer moins, de transporter moins, d'avoir une production agricole beaucoup moins intense en pétrole. Et ceci a aussi des bénéfices dans la fertilisation de l'activité locale et des activités événementielles. Et à Marais, on travaille aussi sur ce sujet de résilience agricole et coopérative, avec par exemple des produits à haute valeur ajoutée que vous connaissez sans savoir qui viennent de Marais, comme par exemple Santal, qui est dans une grande partie des parfums et des produits de beauté, et dont la culture va servir en fait de fer de lance pour permettre un certain nombre de cultures vivrières riches et diversifiées. Donc ici, vous avez une image plus globale que je ne détaillerai pas pour montrer toute la panoplie des activités que nous couvrons dans le cadre de ce plan de résilience. Pour insister un petit peu sur le maritime et le portuaire et des sujets qui nous connectent à hier, on a le remplacement d'un navire de transport maritime, donc le Betticho 2, et une optimisation maritime autour du transport de personnes et de marchandises, ce qui veut dire aussi créer des filières gaz, méthanisation et peut-être hydrogène local. Tout un travail aussi sur la marina et l'accueil des navires éco-responsables, connectés à un Living Lab à l'échelle d'UVA, où on va mettre en place des solutions qui utiliseront le vélo électrique et un certain nombre de nouvelles mobilités comme alternative au tout voiture et au tout camion. Avec des sujets également de reconstitution de l'habitat pour le rendre plus résilient et anticiper le fait que le trait de côte devrait singulièrement bouger. Et un sujet qui est un petit peu un dada, c'est le fait, de la même manière qu'il y a un port center, et peut-être d'ailleurs en prolongeant ces activités novatrices des port centers, d'avoir systématiquement dans chaque île une maison des urgences climatiques et écologiques au plus près des populations, qui est une bonne manière de faire le lien entre les savoirs traditionnels, la dimension culturelle, l'éducation tout au long de la vie, l'entrepreneuriat aidé par un kit entrepreneur et l'innovation en classe internationale. Et par exemple, pour montrer cette connexion entre l'ultra-local, les projets entrepreneuriaux, la nécessité de préserver le climat et l'écologie et la coopération internationale, les îles Loyauté organisent un forum de la transition écologique auquel vous êtes tous invités les 11 et 12 mai 2022, qui s'appelle donc Innov by Lolaiti. On va y retrouver des investisseurs publics et privés au nombre très connu ici, comme l'ADEME, l'Agence française de développement, la Caisse des dépôts, l'Union européenne, mais aussi un certain nombre de porteurs de projets, d'entrepreneurs du Pacifique, des artistes, des secteurs culturels, des jeunes, et ça sera une manière de mettre en mouvement le territoire de manière coordonnée, mais aussi de montrer que le mouvement de ce territoire est quelque chose qui est précurseur par rapport à notre enjeu collectif d'améliorer notre résilience, d'entreprendre et de préserver l'environnement. Donc voilà ce que je voulais partager
avec le secrétaire général des îles Loyauté, Émile Menne, tout en l'excusant pour son absence. Et c'est un petit peu une manière de montrer, comme on le fait aussi bien chez E5T, qu'au final, c'est parce qu'on est capable de travailler en réseau, d'échanger, de propulser des idées, qu'on arrivera à être raccord par rapport à cette urgence climatique et à faire de nos ports et de nos lagons et de nos modes de vie des précurseurs et des sentinelles de la transition écologique. Préoccupation plus grave que ça? Parce que, bon, tu vois, non mais, tu vois, le problème, c'est que, je sais pas si tu imagines, enfin, moi, je m'imagine sur une île, enfin, moi, pour moi, c'est un banc de sable, hein. Bon, si le point culminant, encore une fois, est à 10 mètres, tu as quand même un risque de disparition. Et c'est, à mon avis, d'autant plus difficile. Ce n'est pas un risque, c'est-à-dire que les gens ont l'habitude qu'avec les cyclones et les ouragans qui soient extrêmement répliqués, c'est quelque chose qui arrive au quotidien aujourd'hui. Sur le long terme, on est tous d'accord, et François le disait tout à l'heure, les glaciers qui se détachent et qui fondent font que la hauteur de l'eau va monter, quoi, indépendamment des cyclones et autres tempêtes. Et donc, pardon François, je me permets de couper parce qu'on n'est vraiment pas sur du long terme. C'est-à-dire que depuis qu'on intervient au VA, c'est-à-dire sur 18 mois, il y a une plage qui faisait 400 mètres et où on faisait en fait courir des chevaux, qui aujourd'hui a été complètement englouti par les effets des cyclones et les cocotiers qui sont donc 400 mètres en retrait sont en train de tomber dans l'eau du fait de ces phénomènes climatiques extrêmes, cyclones et tempêtes qu'on a vus sur ces derniers mois. Et donc ça fait partie du quotidien du projet. Je suis allé très vite, mais autour des savoirs traditionnels et de l'habitat mélanésien, les villages sont en train de se déplacer vers l'intérieur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la délégation est aujourd'hui sur un agenda très resserré en France. C'est qu'en même temps qu'on travaille sur cette résilience climatique, on travaille aussi sur le fait de préparer l'avenir, construire les activités économiques, sécuriser les infrastructures portuaires, etc. d'accord. Tu nous entends encore? Parce que je vois que tu as de nouveau disparu. Effectivement, je vous entends. J'ai eu un moment de stabilité sur la connexion, mais j'ai peur que ça ne dure pas. Bon, ben écoute, on a déjà entendu beaucoup de choses. On comprend effectivement l'ampleur des travaux qui sont à mener, qui est probablement d'autant plus difficile que la capacité économique de ces régions est quand même relativement faible. Et que tout ce qui t'arrive sur le nez t'arrive parce que d'autres ont des activités qui ne sont pas nécessairement bien cadrées. Et ça doit être compliqué, exactement, et je te remercie de me relancer là-dessus parce que c'est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui manque et ce qu'on développe à travers un forum investisseur, c'est la capacité entrepreneuriale. Les moyens publics sont plus ou moins à la hauteur des enjeux, mais il faut complètement changer d'échelle dans la capacité à avoir des projets entrepreneuriaux qui se projettent sur le temps long sur les îles et qui montrent que même si le dérèglement climatique est au quotidien avec les effets destructeurs que l'on sait, il y a de l'investissement pour être capable d'envisager ensemble les 20 à 50 prochaines années. Et l'une des raisons pour lesquelles on est aujourd'hui sur un agenda très pressé, dont je vous prie de m'excuser, c'est que par exemple, avec la Caisse des dépôts et consignations, il y a des programmes d'investissement sur une période de 20 à 50 ans qui se calent aujourd'hui, avec des taux qui sont inférieurs à 1%, c'est-à-dire très bons par rapport à ce qu'on peut avoir comme des investissements structurants en France métropolitaine, mais qu'on a besoin de projets d'entrepreneurs ambitieux qui viennent sur le territoire, qui s'investissent sur le territoire et qui mobilisent les moyens privés à la hauteur des enjeux. On va demander à François de nous dire un mot de conclusion, surtout quelles sont ses perspectives. Très court. Et puis comment on va te retrouver dans quelques temps, justement, peut-être sur ton bateau. Ah bah oui. Je vais faire très court, effectivement. Nous attaquons la dernière phase de conception qui va nous prendre à peu près un an aujourd'hui, qui va se terminer par le jumeau numérique. Alors,
je voulais partager un visuel et je ne maîtrise pas bien Zoom, donc je ne sais pas comment faire, c'est pas grave. Donc, on espère être à l'eau à partir de 2025-2026 pour un premier grand tour de l'Atlantique Nord, parce que c'est vraiment un terrain de jeu qui permet de simuler sur une parcelle océanique assez faible la globalité des conditions de mer que l'on va retrouver après sur toute la planète. Et pour répondre à l'intervention de notre ami Nicolas, j'espère que nous serons dans le lagon de Ouvéa en 2026 ou 2027 pour des recherches scientifiques, en particulier sur le plateau, effectivement. De 5T demande, dès que le bateau sera construit, de pouvoir y monter. Et puis la prochaine université d'hiver de 2026 de E5T se fera à Ouvéa. C'est pas une mauvaise idée. Vous prendrez les bottes, mais il n'y a pas de problème. Dans une grotte, voilà, exactement. Myriam, ma chère Myriam. Merci en tout cas pour vos interventions que je trouve très, très positives et finalement pleines d'espérance, oui. Puisqu'il faut continuer à se battre et on y arrivera. Voilà. Bravo, merci. Bien, écoutez, on arrive à un moment de clôture de cette grosse journée et demie de